Bonjour à tous, ravi de vous rejoindre ce matin pour le nouveau Morning Data. On attendait encore un tout petit peu que les personnes se connectent, mais là, ça y est, ça commence à arriver. On va peut-être attendre encore 30 secondes max, mais vous êtes déjà assez nombreux ce matin à nous avoir déjà rejoints. Il est 9h04, on est nombreux, donc on va démarrer. Donc aujourd'hui, ceux qui ont l'habitude de nous suivre, le Morning Data, l'objectif c'est de vous parler un petit peu de sujets marchés, vous montrer comment Weborama les attaque. Et donc ce matin, le sujet qui va nous intéresser, ça va être la data sémantique et comprendre comment la data sémantique elle peut permettre d'améliorer les actions marketing, que ce soit pour de l'acquisition, de la fidélisation ou toute autre stratégie qu'on pourrait avoir. Donc, le planning, globalement, l'agenda d'aujourd'hui, ça va être de vous présenter un petit peu finalement les contenus, cette nouvelle data qui permet justement de générer de la data sémantique. On va vous parler un petit peu brièvement de méthodologie, mais le plus important, c'est de vous faire plonger dans un use case pour vraiment vous donner du concret. Et puis, bien évidemment, on vous fera une petite synthèse de tout ça. Ceux qui ont l'habitude de nous suivre, vous le savez, n'hésitez surtout pas à poser vos questions dans la petite boîte à questions en bas à droite. Nous d'ailleurs, on vous posera aussi certaines questions sondage, donc n'hésitez pas à répondre, on pourra un peu en discuter. Et puis encore une fois, la conversation est ouverte. Donc plongeons directement dans le vif du sujet. Donc la data sémantique comme moteur de performance marketing, donc ça on va essayer de comprendre finalement qu'est-ce que ça veut dire la data sémantique. C'est pas forcément quelque chose qui est totalement neuf sur le marché, mais c'est quelque chose qui arrive de plus en plus. Et c'est quelque chose qu'on va essayer de vous présenter là et vous montrer comment on peut interagir et comment ça peut alimenter du coup les différentes actions marketing dans votre stratégie. Donc finalement, qu'est-ce que c'est la data sémantique? Et ben, on va avoir différentes choses qu'on peut présenter. Ce qu'il faut imaginer globalement, Weborama, même d'ailleurs toute boîte qui parle de sémantique, comment on va aller tacler ça? Bien évidemment, ça peut être tout contenu textuel, mais la source de contenu textuel la plus grande qu'on peut avoir sur le marché, ça vous le savez bien, ce sont tout Internet qu'on va avoir. Et donc, de notre côté, on va avoir des centaines de millions de pages web actives qui vont permettre d'alimenter justement ce pool de contenu qui est finalement un pool de connaissances sur différents secteurs marchés. Donc, comment ça marche brièvement? Finalement, dès qu'on va avoir une page web, on va être en capacité, avec l'IA sémantique, de comprendre de quoi ça parle. Est-ce qu'on parle d'une thématique assez large? Est-ce qu'on parle d'une thématique précise? Donc là, l'exemple que vous avez sur la gauche, c'est une page qui parlerait par exemple d'automobile. Mais l'intérêt de la sémantique, c'est pas simplement de s'arrêter à un sujet macro, mais c'est d'être en capacité de comprendre dans le détail de quoi un article ou une page ou un forum va discuter, et donc de pouvoir descendre vraiment dans la précision. Et donc là, l'exemple qu'on donne, c'est on parle d'automobile, mais c'est pas forcément simplement un article de véhicule. On parle potentiellement de conseils pour acheter un véhicule et potentiellement même d'un véhicule plutôt qui sera adapté à des enfants. Donc de cette manière-là, en venant analyser ces centaines de millions de pages web, on est en capacité de comprendre tout un tas de thématiques. Ce sont des centaines de thématiques, c'est même des thématiques de manière un peu limitée. Il y a tous les sujets qu'on peut imaginer sur le web. Et puis, on peut aussi parfois trouver tout ce qui tourne autour d'intentions d'achat, de moments de vie, d'intérêts qui vont plutôt être ponctuels, des intérêts qui vont être plus sur le long terme. Et donc, tout ça va constituer vraiment la base de contenu qui permet d'avoir de la connaissance. Donc ça, c'est la première étape. C'est un peu ce qui se rapproche d'ailleurs du contextuel, je pense que vous avez tous bien en tête. Et puis, ce qu'on a envie de faire également, c'est une fois qu'on a compris finalement de quoi parlent les pages, c'est de comprendre quels sont les profils des internautes, des consommateurs, et puis par agrégation, essayer d'avoir un profil d'ensemble qui va nous permettre de comprendre finalement quel est le cheminement dans le parcours de décision de ces consommateurs-là. Donc, une fois qu'on a cette base finalement de contenu, de connaissances, l'objectif, c'est d'être en capacité de mettre en place une méthodologie qui va vraiment servir les opérations marketing et qui va vraiment servir la stratégie marketing. Donc, comment ça fonctionne globalement? On a quelque chose qui est en 3 étapes, qui est assez simple finalement, qui est la première partie discovery, où là, finalement, ce qu'on aime faire, c'est prendre finalement un pas en arrière et laisser un petit peu l'IA, la data, nous dire ce qu'elle trouve sur une catégorie de services, sur une catégorie de marché, et donc redécouvrir finalement une
un marché de manière fiable et surtout assez exhaustif. Ça, c'est une première étape. L'expertise métier est bien évidemment hyper importante, mais tout de même, c'est toujours intéressant de laisser un petit peu finalement, d'une manière data-driven, d'une manière exploratoire, découvrir de nouvelles choses. Une fois qu'on a découvert ces nouvelles choses et qu'on a d'un côté une nouvelle grille de lecture de son marché, de sa catégorie de produits, et ben, l'objectif, c'est de regarder comment ces consommateurs, ces clients, ces prospects vont se comporter sur cette nouvelle grille de lecture. Quels sont réellement les besoins, les attentes, les motivations qui vont aboutir à des prises de décision dans le parcours client. Et donc, quand on dit prise de décision, ça peut être bien évidemment l'achat d'un produit, la souscription à un abonnement, mais ça peut être aussi la résiliation. Donc, ça peut servir vraiment les deux aspects, de faire de l'acquisition et également de faire de la fidélisation. Donc ça, c'est hyper important. Et le fait de venir relier cette étape discovery où on regarde le marché intégralement et signals, on regarde vraiment les comportements consommateurs, ce que ça va permettre de faire, c'est de venir finalement réussir à relier quelque chose qui est souvent très siloté, qui sont les attentes marché, les besoins marché avec le réel comportement consommateur et leurs attentes. Et puis, bien évidemment, ça, vous le connaissez, hein, c'est un peu la baseline de Weborama. Tout ce qu'on souhaite faire en termes d'insight de connaissances clients, c'est pas simplement pour faire une étude sur PowerPoint ou dashboard et le ranger finalement derrière dans son casier. Le but, c'est vraiment de mettre en place des use case marketing, de mettre des actions en place. Et là, la beauté de la chose, c'est la même data sémantique qui va nous permettre de faire de la connaissance, qui va permettre directement d'aller communiquer auprès derrière de ces clients. Donc, comme on l'a dit, je suis accompagné aujourd'hui de François-Xavier et Julien. Je ne les ai pas présentés au début, mais Julie vient juste d'arriver. Donc, Julie, François-Xavier, il y en a pas mal qui les connaissent, hein, sont data stratégiste dans l'équipe. Et donc, ce que je vous ai dit, le but, c'était d'aller très rapidement sur l'introduction et de vous faire plonger directement dans un cas d'usage. Donc, le cas d'usage qu'on vous présente aujourd'hui, c'est un cas d'usage bancaire. Ce qu'il faut avoir en tête, finalement, c'est que la méthodologie, la manière d'aller attaquer les insights et les use cases, ça va être une manière finalement de translater ça sur d'autres industries. Peut-être juste avant de plonger dans le use case, on peut passer sur une petite question qu'on avait à vous poser. Julie, je te laisse peut-être prendre la main là-dessus avant le cas d'usage. Effectivement, on avait prévu de vous faire une petite question pour faire une sorte de tour de table anonyme, bien sûr, et se faire un peu une idée sur les gens qui sont présents ici, quelles sont les méthodologies d'insight et de connaissances clients que vous utilisez, que ce soit dans votre entreprise, dans votre équipe ou même au sein d'autres équipes. Donc la question est la suivante, c'est quelles sont les méthodes que vous utilisez vous aujourd'hui? Est-ce que vous utilisez du CRM, des panels, des focus group avec des partenaires instituts d'études par exemple, les réseaux sociaux, donc social intelligence, ou l'hybridation de données ou autre? Donc c'est la question qui s'affiche à l'écran. On va vous laisser quelques moments pour y répondre. S'il y a besoin de précision, par exemple, l'hybridation de données, nous, on pensait à tout ce qui était partenariat de data, deal seconde partie ou utilisation de données tierces pour enrichir vos propres données. Voilà, je pense que ça intéresse tout le monde ici de savoir un peu ce qui se fait sur le marché et comment les gens travaillent aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est une quarantaine, on ne sera peut-être pas représentatif de toute la France, mais on aura au moins une petite idée de ce que vous faites aujourd'hui. On voit les réponses qui arrivent. On a une vingtaine de réponses. Allez, c'est encore quelques instants, mais là, on a quand même une tendance assez forte qui commence à se dégager, qui est assez intéressante d'ailleurs. Et on voit, d'après ce qu'on voit, c'est que vous êtes aujourd'hui autour de la table très friands d'utilisation de données. En tout cas, c'est ce qui commence à se dégager et ça, c'est une très bonne nouvelle. Je pense qu'on va pouvoir arrêter le vote ici. On a un chiffre qui est assez poignant, je trouve. Alors, je ne sais pas si on peut afficher les résultats du sondage. Normalement, tout le monde les voit dans l'onglet sondage en bas, donc tout le monde a déjà la visibilité. Si on s'arrête ici,
Ce qui est un chiffre qui est hyper poignant, ce qui ressort, c'est que 50% d'entre vous, vous utilisez les données CRM. Et ensuite vient l'hybridation de données. Donc finalement, ce qui est intéressant aujourd'hui, en tout cas, c'est que tout ce qui est méthode un peu traditionnelle, donc panel, focus group, c'est des choses que vous utilisez encore, mais finalement, un petit peu moins, ça passe derrière les données. Donc c'est vrai que les méthodes traditionnelles, elles ont fait leurs preuves. Mais avec les limites qu'on connaît aujourd'hui, c'est vrai que quand on interroge un focus group ou un panel, qu'on envoie des sondages, on a toujours 1000, 2000 répondants. Et finalement, c'est bien, mais c'est long à organiser, ça prend du temps, ça a un coût aussi. Et finalement, est-ce qu'on peut vraiment fonder ses insights et toute sa connaissance client sur un panel de 1000, 2000 personnes au mieux? Donc aujourd'hui, on voit un essor assez fondamental de la donnée. Et vous êtes, alors plus 50%, mais 49% à utiliser votre donnée CRM. Donc ça aussi, effectivement, c'est une clé de voûte dans tout ce qu'on fait, et pas seulement Weborama, mais tous les acteurs sur le marché. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui est assez dommage, c'est que finalement, sur le CRM, c'est de l'analyse de ces données clients, on reste assez limité. C'est vrai qu'on reste dans son propre écosystème, avec les données qu'on arrive plus ou moins bien à recueillir. Ça, les écueils de trous dans la donnée CRM, c'est une problématique assez courante de nos clients. Et finalement, souvent, on a envie d'enrichir cette donnée CRM, de l'étendre, d'aller chercher, faire de l'acquisition en dehors de sa base. Et c'est là qu'intervient l'hybridation de données pour enrichir les données qu'on a sur ses clients avec la donnée comportementale dont vous parlez tout à l'heure, mais aussi avec des données, des deals de seconde partie. Et on voit, d'après le sondage, que vous êtes uniquement 19% à avoir recours à ces méthodes-là. Donc ça, c'est super, ça veut dire qu'on va pouvoir vous apprendre, en tout cas vous apporter quelques éléments pour emmener votre connaissance client plus loin. Donc le maître d'ordre aujourd'hui, vous avez compris, l'esprit de ce Morning Data, c'est finalement comment on fait de la connaissance client qui soit efficace pour que derrière la perf soit au rendez-vous. Donc comment en amont on fait les choses bien, que ce soit en termes de temps passé à faire de l'insight, en termes de ressources employées à faire de l'insight. On sait que parfois on a des équipes qui sont restreintes ou un temps limité, et de l'insight qui arrive trop tard, finalement c'est de l'insight inutile. Donc comment on fait pour faire de l'insight dans un temps qui soit raisonnable et qui en même temps soit suffisamment riche et suffisamment profond pour que derrière on puisse mettre des cas d'usage marketing derrière. Donc il y a un paradoxe assez étonnant, c'est pour ça qu'on parlait de contenu et de data sémantique, c'est qu'aujourd'hui il y a une profusion de contenus, que ce soit dans les médias, les contenus que les marques elles-mêmes produisent, que ce soit sur les réseaux sociaux, qui est absolument phénoménal. On a aussi une multiplication des formats, donc que ce soit le texte, la vidéo, les podcasts. Donc même si c'est de l'oral, ça reste des mots, donc ça reste de la data sémantique. Et aujourd'hui, la grande problématique des marques, c'est qu'en face de cette profusion de contenu, on ne sait pas comment les analyser. Ou en tout cas, on ne sait pas comment les analyser de manière efficace, encore une fois. Pour 3 raisons. La première, c'est qu'il faut une infrastructure assez conséquente. Ça, c'est un problème qu'on a résolu chez Weborama, donc avec la base de données qu'Antoine vous a présentée. Donc, c'est comment on fait pour collecter tous les contenus qui existent sur le web et même en interne dans ce que les marques, les équipes marketing produisent, pour rassembler tout ça dans une base de données, analyser avec de la NLP, de la sémantique, et pouvoir derrière structurer cette donnée à destination des équipes métiers. Le deuxième problème, c'est que même si on a ce data lake en interne qui est construit et prêt à être employé, il faut trouver une méthode. Donc, c'est le fameux Discovery Signals Action chez nous. C'est une méthode sur laquelle on travaille depuis des années avec nos partenaires, nos clients annonceurs et nos agences. Mais que ce soit avec Weborama ou pas, finalement, le point, c'est de trouver une méthodologie qui soit rapide, efficace et qui aille suffisamment en profondeur pour transformer des informations qui finalement restent assez descriptives. Qu'est-ce que c'est une table de données? C'est des colonnes et des lignes. Comment on transforme ça en opportunités et en insights qui ont de la valeur derrière pour mettre en place des cas d'usage. Et c'est mon dernier point. La difficulté à analyser les contenus, c'est que derrière, il faut à nouveau un stack technologique qui soit assez important, assez conséquent pour pouvoir transformer les insights qu'on a découverts en action. Donc, que ce soit de l'emailing, que ce soit de la perso de site, que ce soit pour de l'acquisition, de la fidélisation, pour produire des contenus ou même à un niveau plus stratégique, développer un nouveau produit, réfléchir à son positionnement de marque, développer des nouveaux axes de travail. Il faut derrière pouvoir transformer ces insights en données qui soient utilisables par les équipes métiers.
Et un exemple assez simple et qu'on a souvent, c'est des marques qui viennent nous voir en nous disant nous, on analyse surtout les réseaux sociaux parce que c'est assez simple, c'est facile d'accès, c'est en libre service. Mais en même temps, les réseaux sociaux, c'est qu'une facette du web. Malheureusement, toutes les industries ne peuvent pas utiliser les réseaux sociaux. C'est pas un hasard si aujourd'hui on vous parle d'un cas d'usage banque. C'est parce qu'en dehors des secteurs passionnels comme le luxe, la beauté, voire le tourisme, finalement, il y a d'autres industries comme tout ce qui est FMCG, banque, assurance, énergie. C'est assez difficile en fait d'utiliser de la donnée de réseaux sociaux qui soit de qualité et qui soit en volume suffisamment conséquent. Et quand bien même on arrive à faire de l'insight sur les réseaux sociaux, finalement, derrière, comment on fait sortir cette donnée, comment on exporte cette donnée pour faire autre chose que de l'activation réseaux sociaux, Facebook, YouTube, etc. Donc ça, c'est un exemple tout simple, mais qui illustre assez bien les difficultés, en tout cas, que nos clients rencontrent, et en tout cas, les difficultés qui sont partagées par le marché en termes de production d'insight dans le digital. Donc aujourd'hui, voilà, on peut enfin passer au cas d'usage pour montrer comment une réussite, bien sûr, mais aussi vous parler des difficultés qu'on peut rencontrer quand on utilise de la data sémantique et qu'est-ce qu'on a mis en œuvre en termes d'axes d'études pour surmonter ces difficultés avec ce fameux cas d'usage banque que François-Xavier va vous présenter. Ok, merci Julie pour cette belle intro et pour revenir un peu sur ce qu'Antoine a pu présenter en première partie. On va vraiment essayer du coup illustrer la méthodologie Weborama, on va dire de façon très concrète sur un cas d'usage bancaire. Donc si je reviens un peu sur ce qui a été dit, d'ailleurs on l'avait un peu dit avec Antoine lors de la méthodologie, notre méthodologie elle vient en fait répondre à deux enjeux clés, et c'était du coup les deux enjeux clés de cet acteur du secteur bancaire qu'on a accompagné cette année. Donc c'était booster l'acquisition et réduire le taux d'attrition. Donc le taux d'attrition, pour ceux qui sont pas familiers avec ce terme, c'est un indicateur qui permet d'estimer la perte de clients, et donc en fait en le travaillant on permet de travailler la rétention client. Donc voilà, tout au fil de ce cas d'usage, notre but est vraiment a toujours été de répondre à ces deux objectifs, et c'est ce qu'on s'est attaché à faire. Alors donc on a commencé du coup lors de cette étude par étudier le paysage concurrentiel, donc sur deux points clés, donc l'engagement RSE et le service client, qui étaient deux facettes en fait clés et importantes pour notre client. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est que concrètement, on est allé, grâce à notre base de contenu qui a été présentée dans un premier temps, on est venu retrouver tous les contenus qui traitaient de ces thématiques RSE et service client. Et donc on a pu calculer un indicateur d'affinité pour chacune de ces thématiques, donc ces deux thématiques, avec chaque marque du secteur. Donc ce qui nous a permis en fait de pouvoir comparer les acteurs entre eux sur ces deux thèmes. Et puis ensuite est venue l'intelligence humaine, donc on a pu évaluer du coup le positionnement de notre client versus les autres acteurs, et du coup fournir des conseils quant à, on va dire, la relative faiblesse de notre client sur ces thématiques clés. Du coup, ensuite, une fois qu'on a pu étudier le paysage concurrentiel, finalement, ce paysage concurrentiel, il a été étudié finalement à partir d'inputs métiers. Et donc, ce qu'on a voulu faire, finalement, c'était, grâce à l'IA sémantique, c'est d'étudier finalement tout le marché pour, on va pas dire outrepasser uniquement la connaissance métier, mais être sûr qu'on pouvait étudier l'exhaustivité du marché et ne rien oublier. Donc, c'est ce que l'IA sémantique nous a permis de faire. Donc on a pu crawler les dizaines de milliers de contenus traitant sur le secteur de la banque, et ce qui nous a permis d'identifier 18 thématiques relatives au secteur. Du coup, de ces thématiques, elles ont pu traiter de pas mal de points différents. Donc on a pu retrouver des typologies des types de produits, des tendances. On a pu trouver des moments de vie aussi, comme devenir parent, ou déménager, par exemple, et puis également des thèmes engageants.
Et donc finalement, toutes ces thématiques, c'est déjà très cool parce que ça nous a permis en fait de les identifier et de comprendre en fait toutes les thématiques sur le marché. Mais finalement, on a tout de suite eu envie d'aller un peu plus loin et de se dire, ben, concrètement, est-ce qu'il y avait moyen de classer, d'établir un classement de ces thématiques par ordre d'importance, dirons-nous. Du coup, c'est un peu ce qu'on a fait, puisqu'en fait, grâce à l'industrie sémantique, on a été en capacité du coup de classer les thématiques en termes de poids, c'est-à-dire quelles étaient les thématiques les plus représentatives, les plus volumiques en termes de contenu. Donc c'est ce qu'on a fait. On a pu établir la liste que vous voyez sur la slide, donc ici. Et donc on a pu avoir des enseignements assez intrigants et intéressants, notamment par exemple la thématique RSE ici qui est devant une thématique comme les placements immobiliers qui sont eux directement, on va dire, liés aux produits bancaires. Donc ça, c'était déjà assez intéressant. Et puis on a eu envie encore d'aller un peu plus loin. Et donc le client, il s'est posé une question qui était, on a pu classer ces thématiques en termes de volume de contenu, mais finalement, est-ce qu'il y a des thématiques sur lesquelles, moi, en tant qu'acteur, je devrais plus prendre position et produire du contenu là-dessus. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a en fait couplé tout simplement cet indicateur, ce premier indicateur de poids des contenus, avec un autre indicateur qui était celui de l'intérêt des internautes. Et donc, le fait de créer ces deux indicateurs, ça nous a permis en fait d'identifier les gaps, c'est-à-dire les écarts, ces écarts représentant en fait les opportunités de création de contenu. Donc, ce qu'on a pu voir, ce que vous voyez ici, c'est que les deux thématiques, les deux tendances sur lesquelles il y avait le plus grand écart, c'était les thématiques d'économie internationale et de prêt bancaire. Ce qui veut dire que même si voilà, on a un poids de contenu qui peut sembler être fort là, sur ces thématiques-là, en fait, il n'y en a pas forcément assez par rapport au volume, ou plutôt à l'intérêt des internautes constatés. Et donc, si je prends un exemple tout concret, le but, c'est que quand un internaute voilà, souhaite rechercher un prêt bancaire ou souhaite s'intéresser ou s'intéresse à l'économie internationale, le but, c'est de faire remonter du coup la marque en haut de funnel et de pouvoir qu'elle soit identifiée très simplement et très facilement par le prospect, par la personne qui s'intéresse à ces sujets-là. Donc notre recommandation, ça a été de produire du contenu sur ces deux thématiques. Et finalement, ça c'était déjà, on va dire, une belle synthèse de l'approche, on va dire, de la première partie discovery, de l'approche vraiment très très marché, qui a pu nous permettre de déceler pas mal d'insights plutôt, on va dire, marché. Et donc finalement la question qui a été la question suivante, c'était de se dire une fois que j'ai identifié, voilà, que j'ai pu comprendre mieux mon positionnement sur des thèmes clés, identifier voilà toutes les thématiques du marché et les pistes de contenu potentielles, comment en fait on peut identifier très concrètement les marqueurs de prise de décision et faire vraiment de la connaissance client au niveau des consommateurs de la marque. Du coup, alors avant de répondre très concrètement à cette question par la suite de la présentation, je crois qu'il y a une petite question qu'on vous a posée dans le chat. Donc, je pense que vous avez pu la voir. Donc, avez-vous déjà expérimenté la data sémantique à des fins de connaissance client? Alors là, je vois qu'on a déjà une réponse. On a déjà une réponse qui est assez franche. Donc la réponse c'est non. Bon, ça tombe plutôt bien parce qu'en fait c'est le but de la présentation. Donc finalement la suite de la présentation, j'espère, va vous donner envie du coup d'expérimenter la data sémantique à des fins de connaissance client. Et on va voir très concrètement comment. Alors peut-être un petit mot quand même sur le résultat. On est à 80-20, donc c'est vrai que c'est un 80% qui est assez franc.
En revanche, ce 20%, il n'est pas complètement anodin parce que lorsqu'on posait cette même question il y a 2 ans, il y a 3 ans, on était plus proche du moins de 5%. Donc, ça veut dire quand même que ça évolue, que ça commence à prendre de la place sur le marché, mais on voit que c'est pas encore forcément bien connu de tout le monde et pas encore utilisé par tout le monde. Donc, on va encore plonger un peu plus en profondeur pour voir à quoi ça peut servir réellement. Donc, si je continue, je pense que vous vous souvenez, c'était il y a pas si longtemps, c'était il y a quelques slides. Je pense que vous vous souvenez de cette partie dans cette partie d'identification des thématiques. Donc, ces thématiques qui étaient des moments de vie, des typologies de produits, des thèmes engageants. Donc, ce qu'on a fait, c'est vraiment créer et stocker ces thématiques, ces segments affinitaires, les créer et les stocker pour en fait pouvoir les utiliser dans la connaissance du consommateur. Donc là, ça fait un peu le lien avec la première question posée où on vous parlait d'hybridation de données. Donc là, on a pu utiliser donc les données du client, donc des données de website, des données CRM et cette donnée comportementale. Donc, vous avez à droite un exemple de rapport qu'on peut fournir, donc qu'on a pu fournir au client, qui est en fait une synthèse enfin pas une synthèse pour le coup, mais plutôt on va dire un dashboard très exhaustif de toutes ces typologies de consommateurs qu'on est venu étudier. Donc on a par exemple les clients endormis, les clients par type de produits, les prospects, etc., etc. Et donc on vient à la fois apporter on va dire tous les segments standards qu'on peut trouver chez Weborama, mais même chez d'autres acteurs. Mais la différence et finalement l'importance de cette partie qu'on a eue en amont, donc cette partie discovery, c'est de pouvoir apporter les éléments spécifiques à ce marché. Donc, toutes ces thématiques à gauche qu'on a créées et stockées, elles vont venir enrichir le profil du consommateur dans cette vue vraiment à 360, à la fois sur des dimensions standards et exhaustives, donc en termes de moments de vie, en termes de marque, d'affinité aux marques, en termes d'aspiration sociétale, mais également de thématiques spécifiques au marché bancaire. Donc là, à ce niveau-là, on a déjà on va dire une compréhension assez fine et exhaustive qui peut demander pas mal de temps sur un dashboard comme celui-ci. Mais on a voulu aller encore un peu plus loin et c'est pour ça que du coup, on a utilisé des mappings comportementaux qui nous permettent en fait finalement de dépasser la vision 2 à 2 du dashboard, donc d'étudier une population par rapport à une autre. Mais finalement, là ici, via la carte comportementale, ce qu'on vient faire, c'est étudier toutes les populations, en l'occurrence liées au funnel d'acquisition, pour mieux comprendre les différences entre ces différentes populations. Donc là, si vous vous souvenez, en introduction du cas, il y avait deux besoins clés auxquels on voulait répondre. Donc, ce côté acquisition, donc booster l'acquisition, et le deuxième qui était réduire le taux d'attrition. Donc ici, pour répondre à la première question, on a vraiment isolé et identifié toutes ces populations liées au funnel d'acquisition. Donc, on est venu étudier finalement le consommateur de la visite jusqu'à la concrétisation du parcours d'acquisition, c'est-à-dire à la souscription. Et donc, en fait, on a voulu identifier, on a voulu observer s'il y avait une différence de comportement, de profil comportemental en fonction de l'étape dans laquelle le client se trouvait. Et donc, en fait, la réponse, c'est que oui, puisque ce qu'on voit, c'est que plus on se rapproche de la conversion, pardon, et plus, en fait, on va se diriger vers le bas du graphique en suivant la diagonale, la quasi-diagonale, on va dire, jaune, qui est marquée ici. Donc, une fois que sur le mapping comportemental, on a pu identifier cette différence, ce qu'on a envie de montrer, c'est finalement quelle est cette différence. Et donc, c'est ce qu'on va voir juste après sur la partie droite de la slide, qui est une fiche d'identité qui vient en fait concrètement expliciter et expliquer, on va dire, les différences entre ce nouveau client et le visiteur lambda. Donc, on a
toutes les thématiques, on va dire toutes ces thématiques standards autour des moments de vie, des affinités de marque. Et puis, on a aussi tous ces signaux forts et faibles sur les centres d'intérêt. Et donc, ce qui est assez intéressant aussi à avoir dans ce profil, c'est finalement les thématiques marché qu'on avait pu identifier dans la phase discovery, donc qui sont ici en gras, sur les prêts bancaires, les établissements bancaires, la bourse, les placements immobiliers, recherche immobilière. Tout ça qui vient nous dire que finalement, cette première phase d'identification, elle vient personnaliser la connaissance client et elle vient nous apporter des insights supplémentaires au niveau de cette vue, on va dire, de connaissance client. Et donc, c'est hyper important à la fois, donc c'est hyper important de faire cette phase discovery parce qu'elle enrichit aussi par la suite la phase de connaissance client. Donc, en fait, une fois qu'on a fait tout ça, on a envie de se dire, on a envie d'aller regarder les résultats. Et donc, en fait, ce qu'on a fait tout simplement, c'est garder ce profil, donc ce profil de nouveaux clients. Et donc, sur la partie booster l'acquisition, ce qu'on a fait, c'est qu'on a repris tout ce profil et en fait, nos data scientists sont venus créer un algorithme sur mesure, donc de jumeaux statistiques qui vient concrètement sur la base de données Weborama essayer d'identifier les personnes ayant un profil similaire à celui des nouveaux souscripteurs de notre client. Donc ça a très bien marché puisqu'on a eu des bonnes performances comme vous pouvez le voir ici versus les campagnes qui avaient pu être qui étaient de façon, on va dire, standard réalisée chez l'acteur. Et puis ensuite, on ne s'est pas arrêté à là puisqu'il y avait une deuxième problématique qui était de réduire le taux d'attrition. Et donc ici, on a fait finalement un peu la même démarche que celle qui a pu être montrée juste avant, qui était d'identifier le profil des churners, des personnes qui résiliaient. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a finalement ici créé un algorithme finalement sur la même méthodologie de jumeaux statistiques, mais là, ici, pas sur la base de données Weborama, mais sur la base CRM du client pour en fait identifier les personnes qui avaient le plus de risques de partir et de ne plus être client. Et donc, ces personnes ont été ciblées par un message par email. Donc, voilà un peu pour les résultats. Et donc, je vais laisser Julie finalement conclure avec les 3 points clés à retenir de toute cette présentation. Je pense que Julie, je crois que ton micro est coupé. Effectivement, c'est mieux quand on a un micro. Donc effectivement, pour conclure, et ça c'est une conclusion qu'on vous partage, oui, après ce cas d'usage, mais finalement de tout ce qu'on a pu voir sur les dernières années, c'est première chose de faire des actions marketing qui soient data-driven. Ça paraît une évidence, et comme vous avez tous répondu que vos connaissances clients venaient du CRM et de l'hybridation de nos données, ça je pense que vous en êtes assez convaincus, mais que ce soit des actions de recrutement, de fidélisation ou même autres, tout simplement repenser un positionnement de marque ou repenser un produit, tout repose sur la donnée parce que c'est elle qui nous apprend des choses et qui nous fait penser en dehors du cadre et parfois découvrir des choses surprenantes, même si effectivement, quand on a plusieurs années d'expérience dans une industrie, on commence à bien connaître son marché, mais la data a toujours des choses à nous apprendre. Cette data, elle permet d'être premièrement exhaustif. Donc oui, continuez à analyser votre CRM, continuez à analyser les réseaux sociaux, continuez à utiliser des panels, des instituts d'études, à faire des personas, mais pas que. Vraiment, si on a une bonne pratique, c'est vraiment diversifier les sources de données pour les faire dialoguer entre elles. Et une source énorme de données, c'est vraiment le web, l'intégralité du web qu'on analyse chez Weborama, et ça c'est vraiment un parti pris et assumé parce que le web, ça permet d'avoir des images très fines, comme on l'a montré dans le cas d'usage, pour analyser des territoires de marque, pour analyser des besoins de consommateurs et vraiment même parfois découvrir des micro-tendances, des micro-signaux qui sont vraiment précieux pour les années à venir. Donc vraiment être le plus exhaustif possible.
et en même temps avoir un stack technique qui permet de le faire assez rapidement pour que derrière, les équipes métiers puissent se mobiliser, puissent discuter et vraiment créer de la valeur à partir de cette donnée qui a été collectée. La deuxième chose avec la data, c'est vraiment de s'assurer de la robustesse des insights. Et donc là encore, c'est des questions de volume. Quand on diversifie les sources, quand on analyse tout le web, ça permet d'être assez sûr de ce qu'on dit. Et contrairement à un sondage, par exemple, qui est administré à une centaine ou à des milliers d'individus, au moins on est sûr d'avoir quelque chose qui soit représentatif de la France si on est en France ou de l'international si on est sur plusieurs pays. Donc c'est aussi important d'avoir des outils qui savent gérer plusieurs langues. Et puis surtout, d'avoir des méthodologies qui soient robustes, qui soient assez systématiques et qui mélangent à la fois des expertises data et des expertises marketing. Et derrière, aussi, ce qu'on entend par robustesse, c'est la fiabilité de la donnée. Donc, s'assurer que la donnée que vous collectez, qu'elle soit chez des partenaires ou en interne dans des data lakes, qu'elle soit vraiment fiable et structurée pour derrière venir enrichir votre CRM, venir ajouter des nouveaux traits comportementaux à vos clients et en même temps qu'il soit de la donnée qui puisse être étendue, donc qui puisse vous permettre de faire de l'acquisition en dehors de votre base CRM. Et puis, dernier point, dans tout ce qui est data-driven, nous, on met tout ce qui est granularité et volume. C'est pas un équilibre qui est toujours facile à trouver si vous avez l'expérience de créer des segments. On hésite toujours entre est-ce que je vais créer un segment granulaire de niche avec des mots très précis, mon produit très précis, ou est-ce que je vais essayer d'étendre mon segment pour faire plus de volume et donc augmenter mon taux de clic, augmenter mon taux de conversion. Et grâce à la sémantique, aujourd'hui, on arrive vraiment à avoir ce bon équilibre. On va aller identifier les mots les plus pertinents, comme l'a montré François-Xavier dans l'exemple, en identifiant les thèmes qui intéressent les internautes, les thèmes qui sont les plus affinitaires avec votre marque et les thèmes qui vont driver la conversion, donc qui vont vraiment pousser dans le parcours client à la conversion. Donc voilà, donc on reste précis, mais pas non plus trop large, juste pour des questions de riches. On reste dans l'efficacité, encore une fois, et une efficacité avec un coût temps homme qui soit raisonnable. Donc voilà, donc si on veut conclure là-dessus, c'est vraiment data sémantique, vraiment plein d'opportunités, vraiment quelque chose à explorer chez vous si c'est pas encore le cas. Et puis de garder vraiment la data, la donnée au cœur de toutes les actions et que cette data soit désilotée, donc vraiment diffusée au sein des équipes métiers. Super, merci pour la conclusion, Julie. J'espère que c'est clair pour vous, donc n'hésitez pas à poser les questions dans le chat ou à revenir vers nous d'ailleurs après la session. On a déjà des questions qui sont arrivées, donc on va les attaquer. Il y en a une première qui est quelle est la limite de diffusion de la connaissance client dans l'écosystème digital, CRM, social, etc. Donc je pense là, effectivement, c'est ce qu'on disait un petit peu. Il y a l'étape Discovery Signals qui permettent de créer des segments, d'aller cibler des audiences, d'aller trouver les audiences qui vont être les plus performantes, les plus appétentes finalement aux produits, aux services. Donc la question, c'est jusqu'où on peut finalement aller communiquer avec ces audiences-là. Là, la réponse, elle est assez large. En fait, j'ai presque envie de dire, vous pouvez aller partout. Et ça, c'est un petit peu issu d'un des autres produits, de l'historique de Weborama. Vous savez qu'on a une DMP CDP qui est là. Et depuis toutes ces années, on a créé les connexions à l'écosystème qui nous permettent de diffuser à peu près partout. Donc, dans le digital, déjà, si on commence, il y a bien évidemment tous les DSP pour faire du display, mais également le social où on est en capacité de mettre en place ces méthodologies de lookalike qui permettent d'aller rechercher ces individus-là. Donc, le digital, on est connecté, il n'y a aucun problème, on peut y aller. Et une autre question qui est comment on peut venir cette fois-ci, non pas faire de l'acquisition dans le digital, mais faire peut-être du direct marketing en CRM. Donc, comment on peut redescendre ces données en CRM? De la même manière, on est connecté et c'est des ponts, des bridges qu'on a construits depuis plusieurs années qui nous permettent d'aller relier directement ces segments d'audience, alors cette data sémantique, ces segments d'audience directement avec vos données CRM, faire ce croisement et donc directement dans vos clients identifier quels individus se trouvent potentiellement dans le momentum de résiliation, dans le momentum d'aller acquérir un nouveau produit ou souscrire à un nouveau contrat. Donc pas tellement de limites finalement de diffusion sur cette connaissance client. Si vous voulez qu'on creuse, vous pouvez toujours continuer à reposer une question sur la même, il n'y a pas de problème. Je continue dans la liste qui arrive. Deuxième question. Est-ce que cette méthodologie fonctionnera toujours post-cookie tiers? Question forcément éminemment intéressante.
Donc, c'est hyper important. Donc, effectivement, on travaille, nous, toujours avec des cookies tiers aujourd'hui parce que c'est important. On est toujours en capacité de le faire et on en profite. Mais vous vous doutez bien qu'on prépare aussi l'avenir et que les méthodologies qu'on vous présente aujourd'hui, c'est des choses qu'on sera en mesure de continuer, bien évidemment, pour plusieurs raisons. La première, si on reprend un petit peu la première étape qui est le discovery, finalement, c'est la discovery découverte des attentes marché, des besoins marché. Finalement, elle se base uniquement sur du contenu sémantique. Et quand on dit contenu sémantique, il n'y a pas de notion d'identifiant individuel à ce niveau-là. Donc ça, on pourra le continuer ad vitam aeternam, il n'y a aucun souci. La question se pose peut-être plus sur la phase signals action, quand on veut venir croiser ça finalement avec les données clients. Et là-dessus, sans parler uniquement de Weborama, il y a plusieurs solutions qui arrivent sur le marché. La première, c'est bien évidemment tout ce qui est la notion autour de la data collaboration. Donc, c'est en pleine ébullition ce sujet en ce moment. Donc, cette capacité finalement à faire des échanges de data de plus en plus, donc encore un peu plus développé que ce qui est possible de faire aujourd'hui. Et donc, d'arriver aussi dans des écosystèmes où potentiellement on aura un univers où on aura de multiples sources de données distinctes qui vont nous permettre de toujours avoir finalement cette vue un petit peu d'ensemble du parcours consommateur. Donc ça, c'est une des premières solutions sur laquelle Webo aussi on s'intéresse fortement. Il y en a une deuxième qui est plutôt celle de Google, qui sont les topics. Donc topics qui remplacent les Flock ID, les topics qui devraient arriver, on attend encore de voir l'évolution, mais qui devraient arriver, et qui va être cette information qui va être présente directement dans le navigateur, donc qui permettra de croiser ça finalement avec vos audiences clients et de savoir quel a été leur parcours en amont. Et donc, ça permettra, encore une fois, d'avoir un peu cette donnée, encore une fois, de data sémantique. De la même manière, Google, ce qu'ils font pour vous dire qu'un individu est intéressé à faire du sport, par des vêtements, par de la cuisine, c'est regarder leur navigation en amont. Et donc, c'est aussi de la sémantique qui nous permet de détecter ça. Donc, il y a cette notion-là. Et puis, peut-être la dernière, ce serait ce qui peut se faire avec les ID universels. Donc, les ID universels, vous savez, ce sont ces nouveaux identifiants un peu unifiés qui vont permettre, dont l'objectif est de réussir à garder cette continuité entre le parcours consommateur. Ce qu'on sait déjà aujourd'hui, c'est que ça devrait fonctionner, mais en revanche, on a un peu l'écueil du reach. On sait qu'on va être sur des pools d'individus finalement qui vont être assez restreints. Et finalement, c'est pas inintéressant parce que pour de l'étude, vous le savez toujours, pour des études, pour de l'insight, on peut se baser sur des échantillons qui sont représentatifs. Donc dans ce cadre-là, la vie universelle va nous permettre de générer cette connaissance client, de toujours avoir ces croisements avec les individus. La question qui va plus se poser avec les aides universelles, c'est comment on peut justement venir diffuser cette connaissance dans tout l'écosystème avec du reach qui va être suffisant. Et là, c'est encore la sémantique qui répond à ça finalement. C'est qu'une fois qu'on a détecté les connaissances clients, qu'on a détecté les segments, qu'on a détecté les besoins, les appétences qui vont être intéressantes, et on est en capacité d'aller identifier quels sont les contenus qui abordent ces sujets-là et donc faire cette activation directement en contextuel par exemple. Donc il y a beaucoup de solutions qui arrivent, il y a encore des nouvelles choses qui vont se créer bien évidemment par la suite, mais on a d'ores et déjà 3 solutions finalement pour continuer à dérouler ce type de méthodologie. J'enchaîne peut-être sur la dernière question qu'on a. Quels sont les prérequis pour avancer sur un projet Data Insight? Les prérequis, ils peuvent être divers, ça dépend des problématiques. En fait, le premier prérequis, finalement, c'est d'avoir la problématique business, quel est le sujet qu'on veut venir adresser, que ce soit encore une fois de l'acquisition, de la fidélisation, comprendre la différence entre des acheteurs d'un produit A, d'un produit B, le lancement d'un nouveau produit. Finalement, c'est toutes les questions un peu marketing qu'on peut avoir en tête. Donc ça, c'est le prérequis. Et puis après, il y a simplement 2 options. C'est soit on se base uniquement sur les contenus sémantiques, et puis on sait que notamment dans les FMCG, il y a beaucoup de marques qui n'ont pas forcément cette fameuse CRM et cette first party. Et donc là, le sémantique permet de venir justement créer la data nécessaire. Et là, il n'y a pas besoin de grand-chose, mis à part discuter et comprendre la problématique. Et puis après, il y a cette notion de croisement avec les données CRM first party quand il y en a. Et donc là, c'est simplement mettre en place ces petits bridges de connexion qui vont permettre de collecter de la data. Mais c'est des prérequis finalement qui sont assez rapidement in fine. Donc voilà, pour la petite réponse des prérequis. Alors en même temps, il est pas loin de 50. On a attaqué toutes les questions. J'espère que c'était clair. Si vous en avez d'autres qui vous viennent, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez les contacts. On était ravis de vous présenter ce côté data sémantique au service de l'insight et de la performance marketing. Et puis on sera ravis de vous revoir à une autre occasion d'un prochain Morning Data. Je vous souhaite à tous une excellente journée.